C'est pas un premier à 49 ans, c'est un 14e. J'avais ce petit appel, cet enfant qui disait Et pourquoi je viendrais pas chez vous ?» Nous n'avons pas de formule miracle. Comme dans chaque famille, il y a des difficultés et que ces difficultés, on va être ensemble. On pose les portables, c'est terminé. On ne peut pas avoir ni de tablette, ni de télé allumée. C'est vraiment important en fait pour créer du lien dans les familles et pour encore avoir du temps ensemble, pour se parler réellement, qu'à certains moments, on s'oblige à tout éteindre. Bonjour Marielle. Bonjour Aude. Marielle, vous avez débuté votre carrière dans un laboratoire pharmaceutique. Vous êtes mariée depuis 32 ans Oui, à Pierre. avec Pierre et vous avez 14 enfants. Oui, j'ai bien dit 14, une famille XXL comme on dit, de 7 à 32 ans et même des petits-enfants. Vous avez 4 petits-enfants. Est-ce que vous avez toujours voulu avoir une famille aussi nombreuse ? En fait, non, j'ai fait des études et pour moi, j'allais travailler. J'avais un modèle de 3 enfants chez mes parents, 4 chez mon mari. Et pour moi, c'était un peu la norme, pas un modèle à suivre, mais quelque chose qui me paraissait réaliste. Et au-delà de ça, je m'étais posé aucune question. Alors comment est-ce qu'on en arrive, désolée de cet étonnement, mais comment est-ce qu'on arrive à 14 enfants ? Donc vous avez commencé par des jumeaux déjà. Oui, alors des jumeaux sont arrivés après 2 fausses couches, donc c'est douloureux et à un moment donné, on se dit: «Mais est-ce que j'aurai un enfant un jour ?» Donc ces jumeaux sont arrivés et ensuite nous sommes partis à l'étranger, dans plusieurs pays et là, j'ai rencontré des familles françaises, avec beaucoup d'enfants, qui en avaient 5, 6 et je me dis: «C'est merveilleux en fait». Est-ce qu'on pourrait tenter de faire la même chose, mais toujours en se disant un de plus à chaque fois? C'était un par un. On ne s'est jamais dit, on va aller jusqu'à 14, c'était pas ça le but. C'était, pourquoi pas un de plus maintenant que la famille est restabilisée. Donc vous racontez dans votre ouvrage que vous avez allaité tous vos enfants. Oui, À partir du moment où c'était stabilisé, où la famille reprenait ses marques avec un de plus, vous vous êtes dit, tiens, il y en a un qui toque à la porte et si on le laissait arriver chez nous. oui, c'est ça. Quand le bébé avait autour de 1 an, parce qu'en fait les espaces, entre chaque grossesse sont assez réguliers étonnamment. J'avais ce petit appel, cet enfant qui disait, Et pourquoi je viendrais pas chez vous? Pourquoi je viendrais pas m'installer chez vous ?» Et ça m'a toujours interpellée. Alors bien sûr, je faisais la balance avec, est-ce que ça va être possible? Est-ce que psychologiquement on va tenir le coup? Est-ce que financièrement ça va être possible? On se fait bien sûr toute la liste, hein, à chaque fois et c'est important en fait de se faire la liste et de se dire: «Non, c'est plus important, cet enfant, peut venir, on va s'adapter, on va avancer et ça va être possible». Et puis, quand vous avez eu 10 enfants, vous avez fait une nouvelle fausse couche et on vous a dit que c'était dangereux d'avoir un enfant de plus. Mais malgré cela, vous avez continué. Vous pouvez nous raconter ? Alors, j'ai fait une fausse couche très tardive et qui a provoqué une très grosse hémorragie. J'ai été hospitalisée et à la suite de ça, le médecin m'a dit: «L'enfant de plus serait vous feriez 10 orphelins» et et en fait, donc je l'ai pris pour argent comptant, hein. J'ai écouté le médecin et à la suite de ça, je me suis dit: «En fait, non, il y a quelque chose qui me dit il y a quelque chose de faux». Je me projetais dans cet enfant de plus, donc j'ai été voir plusieurs autres médecins qui m'ont dit qu'a priori, c'était plutôt quelque chose de très ponctuel et que j'étais pas du tout sujette aux hémorragies et donc j'ai changé de maternité, une maternité d'un niveau plus élevé et tout s'est bien passé et il y en a eu 4 Et donc après. vous avez eu la 11e, La 11e que nous avons nommée Espérance. Espérance. Et Voilà. puis ensuite, Ensuite la 12e, 13 et 13 et 14. 14. Vous avez eu votre dernier enfant à quel âge ? À 49 ans. À 49 ans. Est-ce comment on supporte la fatigue à cet âge ? Les nuits, l'allaitement ? Alors je pense que étonnamment, c'est pas un premier à 49 ans, c'est un 14e et on connaît son rythme, on connaît le corps, on sait l'énergie qu'il va falloir donner et donc on est plus prêt peut-être que quand c'est un premier. Et j'ai pas trouvé que la fatigue était supérieure. Alors, il n'y a pas de famille parfaite, on le sait bien, et quand on lit votre ouvrage qui est aussi, on va y venir, un ouvrage autour de l'éducation et de l'amour qu'on donne à ses enfants, au-delà d'un ouvrage d'éducation et d'organisation au premier sens du terme, je disais, il n'y a pas de famille parfaite, et il semble que la vôtre ait été épargnée par beaucoup de difficultés et de soucis. Est-ce que vous avez une formule miracle ? Nous n'avons pas de formule miracle et est-ce qu'on a été épargné? Je ne sais pas. Comme dans toutes les familles, il y a des hauts, des bas, il y a des choses, mais on va les confronter, on va être ensemble pour essayer de résoudre les problèmes qui seront là. Comme on a eu plusieurs enfants très dyslexiques et j'ai passé beaucoup de temps avec ces enfants-là. Je pense que comme dans chaque famille, il y a des difficultés et que ces difficultés, on va être ensemble pour essayer de les résoudre. Quelle est la remarque que l'on vous fait régulièrement et qui vous énerve le plus sur votre famille, sur une famille nombreuse ? Peut-être c'est, vous arriverez pas à tous les aimer. Parce que ça, c'est foncièrement faux, en fait.
Je pense qu'une maman, quand on fait vraiment le choix, on s'engage à fond pour ça et c'est peut-être la la remarque elle est pas blessante, mais elle est foncièrement fausse. Et comment vous faites pour accorder de l'importance à chacun? À les Alors, aimer chacun? Alors, il y a c'est 2 choses différentes, les aimer et accorder de l'importance, mais ça passe quand même par bien sûr, une attention, bien sûr. à l'enfant dans sa singularité. Comment est-ce qu'on fait pour accorder, de l'importance à chacun des enfants? Alors chaque enfant n'a pas besoin de la même attention au même moment. On n'a pas eu 14 enfants de 2 ans en même temps, même si on a eu des jumeaux, de 2 ans. Un enfant de 32 ans n'a pas besoin de la même attention qu'un de 17, je pense que c'est très différent et bon, c'est vrai que je suis à la maison à plein temps, même si j'ai un peu travaillé et je pense que tout se fait assez, au fil du temps, en fait. Chaque enfant qui vient, chaque enfant qui a son interrogation, il est écouté et on essaie d'avoir sa réponse. En même temps, certains enfants vont prendre beaucoup de temps à un moment donné, peut-être trop. C'est aussi à nous de leur dire: «Bon voilà, tu as eu ton temps, maintenant tu peux avoir un peu d'autonomie et essayer de te débrouiller avec ton souci toi-même». Je pense que chaque enfant sait à quel moment il y a un peu d'ouverture. Donc il y a des moments, bon, c'est ce qu'on appelle, je crois que les nouvelles mamans appellent ça le tunnel du soir. Ouais. Effectivement, à ce moment-là, on sprint. C'est vraiment un sprint, on est sur tous les fronts à tous les moments et ça fait partie de la soirée. Et ils savent très bien que c'est pas forcément à ce moment-là qu'il faut poser une question existentielle parce qu'on va très vite. Et en même temps, pendant ces moments-là, c'est très, très important de donner un peu de sens à chaque moment. Quand on sort un enfant du bain, de lui donner l'affection dont il a besoin à ce moment-là, que ce soit pas juste dans une bousculade et dans «Allez, dépêche-toi!» On peut pas avoir ça. Si on a ça, on prend plus le temps avec chaque enfant. Pareil pour les devoirs, hein, on pourrait s'énerver, «Il n'y arrive pas, tu as encore fait, des fautes d'orthographe», et ben, essayer d'accompagner justement ce problème d'orthographe, essayer d'accompagner les difficultés avec un peu plus que «Dépêche-toi, il faut qu'on finisse vite, il faut que tu sois performant, il faut qu'on réussisse, il faut qu'on finisse notre soirée». Comment on fait les courses pour 14 personnes? C'est votre mari qui fait les courses? Vous faites, Non, je fais en les ligne? courses, alors on a fait longtemps en ligne, mais les prix ont augmenté et maintenant je vais, chez un distributeur, mardi matin, lundi matin et je Et quel fais, est 2 caddies, je remplis 2 ça caddies. revient à combien le montant par semaine pour ce Et alors c'est pas randonnier? si cher, c'est entre enfin pas si cher, ça fait, entre 200 250 €. Ah oui, donc vous Oui, faites des choses, assez simples, assez simple. en grande quantité, Voilà, c'est ça. évidemment. Et puis, on essaie que ce soit, assez enfin je fais attention à ce que ce soit équilibré évidemment. Comment vous faites pour tenir physiquement? Au-delà du fait que vous avez eu un enfant à 49 ans, on en a parlé, c'est ce temps de repos, c'est l'organisation, c'est le fait que les grands aident aussi, j'imagine? Les grands ont le droit évidemment d'aider, mais ils ne sont pas forcément on ne leur impose rien en fait. J'aime beaucoup l'idée que, un enfant tombe, devant tes pieds, ben, tu aies le réflexe de le relever. En fait, c'est un peu ça là, il y a une table à mettre, il y a pas de table il y a pas de tableau de tâches. La table est à mettre, chacun y met du sien et on met la table. Il y a le lave-vaisselle à vider, on passe pas devant la vaisselle en se disant: «Bah, ça me concerne pas». C'est un peu ça l'idée, en fait. Donc Il n'y a pas une organisation militaire? non, Non, ça vous non. détestez ça? Oui, je déteste et en plus, je trouve que chacun doit devoir donner à sa mesure quand il en a le temps. Parce qu'en fait, quand on a un tableau de tâches, ah bah, ce soir je suis pas là, alors on doit batailler avec les uns et les autres à dire bon bah c'est ton tour, fais-le. Ah ben non j'ai déjà fait hier, je suis pas sur le tableau, il avait qu'à pas sortir. Bon, ça va pas. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'instaurer. J'ai envie de dire bon bah lui il est pas là, aujourd'hui ça sera toi qui seras pas là, mettons la table. Voilà, il faut que les choses soient faites, aidons. Et je trouve très joli aussi les enfants maintenant qui s'aident entre eux dans le travail scolaire, dans les maths là. «Ah tiens, tu m'aides avec mes maths?» On vient plus me voir pour les maths, il y a des matières où on vient plus du tout me voir et je trouve ça bien. Donc c'est les aînés qui aident les plus Qui petits? aident parce que les grands les petits, ils vont les voir, ils trouvent qu'ils sont plus compétents ou plus pédagogues, je sais pas, ou ils préfèrent ce moment avec, un frère ou une sœur qu'avec leur mère. Et votre couple dans tout cela? Est-ce que vous accordez des moments particuliers? Est-ce que vous partez ensemble parfois tous les 2? Alors ça nous arrive, pas très souvent, mais ça nous arrive. En fait, ce que je trouve plus important, c'est d'avoir du temps, tous les 2, tous les jours. Pour moi, c'est vital de pouvoir, parler tous les jours à Pierre, de pouvoir lui raconter ce que j'ai vécu, où j'en suis avec tel enfant et pour moi, il y a besoin de ce temps tous les jours. Sinon, c'est ça qui me fait tenir, je pense, l'écoute de Pierre. Et vous parlez d'autre chose que des enfants? Bien sûr, on parle Ouais. d'autres choses des enfants, on parle de son travail. Non, on parle de plein d'autres choses. Vous le dites dans votre livre, le monde a radicalement changé en 20 ans et vous Oui, avez en quelque sorte l'impression d'avoir géré 2 générations de oui. jeunes, adolescents, d'enfants et d'adolescents.
Et notamment avec l'avènement du portable et des réseaux sociaux qui a bousculé la donne dans énormément de familles. Il y a beaucoup de familles qui ne s'en sortent pas avec l'arrivée de ces réseaux sociaux, avec l'arrivée du téléphone. Et c'est pas une question de nombre d'enfants du tout. Comment est-ce que vous gérez les téléphones, le téléphone et les réseaux sociaux? Alors, on a de la chance, j'ai la chance d'avoir un mari qui est, dans l'informatique et donc, par portable, ou même par tablette ou il y a des heures, spécifiques dédiées, pour chaque personne. Donc il débranche. Enfin, il fait en sorte que. Oui, c'est ça, il y a déjà, Ou est-ce que vous récupérez le portable? alors on récupère des portables quand vraiment ça devient le soir, voilà et par exemple, je sais que pour ma fille, à partir de 20h, elle peut plus du tout se connecter, ce qui est parfois embêtant pour faire, quelques travaux, pour l'école. Et voilà, c'est géré de cette façon-là et en même temps, je sais que mon fils qui était en prépa, à un moment donné, il a dit: «Ben oui, je passe trop de temps sur mon portable, il me faut un téléphone à touche, à 9 touches» et donc il le C'est lui qui a sent. demandé. Oui. Et c'est quelque chose qui est, on sait chez nous qu'on passe du temps, on peut passer du temps, on sait que c'est un problème et donc comme c'est un problème, on en parle et on cherche des solutions. Et il y en a, sur les 14, il y en a forcément, alors peut-être pas la petite dernière de 8 ans, mais il y en a qui ont été, accaparés par le portable et vous avez dû, récupérer les portables, Ah mais expliquer, oui, 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 sévir? oui, Oui. tout le temps, tout le temps. En fait, c'est pas un seul, c'est tout le monde en fait, hein. Je pense qu'un adolescent, un jeune, quand, quand il y a des groupes de classe qui se répondent, ben, forcément, ils sont sur leur portable, ils ont envie d'être dans la classe, répondre au groupe de classe, être présent, pas rater des choses et je comprends. Ça fait partie de la génération d'aujourd'hui. À partir de quel âge on a un portable chez vous? Alors, Charles qui est en 4e n'en a toujours pas. Ouais. Il doit être le Heu seul de sa classe? je pense qu'il y en a d'autres dans sa classe, Ouais. mais quand même, ils ont quand même des 9 touches et lui, il a même pas 9 touches. Il attend avec impatience de pouvoir partir, en échange, parce qu'il sait qu'il aura droit à un portable quand il part en échange de 3 mois, à l'étranger. Donc, voilà, ça l'année prochaine, peut-être avant le lycée, bon. Le plus tard possible en tout cas. D'accord, donc c'est plutôt 15 ans. C'est plutôt, oui 14-15 ans. Quel regard, jetez-vous, j'imagine pas de jugement, sur les familles qui ne s'en sortent pas avec les écrans? Quels conseils vous avez envie de leur donner? En fait, c'est vraiment important, en fait, pour créer du lien dans les familles et pour, encore avoir du temps ensemble, pour se parler réellement, qu'à certains moments, on s'oblige, en fait, à tout éteindre, en fait. C'est Les repas chez terminé, vous, on c'est sans éteint. portable? Oui, oui, on pose les portables, c'est terminé. C'est vraiment on peut pas avoir ni de tablette, ni de télé allumée. Bon, on n'a pas de télé, mais je pense que dans beaucoup de familles, il y a encore des choses allumées tout le temps, en fait. Et donc on n'est plus dans la relation, on n'est plus dans le lien et je pense que beaucoup de choses passent à ces moments-là et c'est vraiment dommage, même s'il y a des choses très intéressantes sur les écrans, hein mais il Donc faut chacun de vraiment être lui-même, quand il vigilant. arrive à table, pose son portable et ne l'emmène pas à table ou ne. En tout cas, Ouais. on le consulte pas à table. Alors, bien sûr, ça arrive. On nous appelle pour nous dire je peux pas rentrer, je serai pas là à table. Bon, effectivement, on va décrocher le téléphone à ce moment-là. La livraison qui arrive, il y a toutes ces exceptions effectivement qui font que le portable est très très utile. Mais la base, c'est quand même la relation et le lien à l'autre. Il y a dans notre société, cette musique grandissante, un peu lancinante et grandissante qui dit que on ne peut pas concilier écologie et enfants et certains jeunes hommes ou jeunes femmes ne souhaitent pas avoir d'enfants de plus en plus soit par anxiété écologique, soit par, souci de la «planète» entre guillemets, soit peur de l'avenir. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous constatez aussi autour de vous Oui. ce mouvement? Oui, oui, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus d'enfants. Alors, je pense que tout est très, très mélangé. C'est pas juste l'écologie. Bon, on peut avoir tout un sujet sur l'écologie. Alors, il me semble qu'avec beaucoup d'enfants, on est obligé de faire des efforts du point de vue écologique parce que par personne, on est probablement moins dépensier que une famille avec un ou deux enfants qui a plus de moyens. Donc, on est Donc obligé de c'est à la fois la nourriture, à la fois les les vêtements, vêtements, voilà. exactement, les modes de transport et puis, un budget plus limité. Mais au-delà de ça, il me semble qu'il y a une méconnaissance de l'enfant maintenant, une peur de l'enfant. On s'émerveille plus devant l'enfant, devant ce bébé à naître, à qui on va tout transmettre. Je pense qu'il y a une perte de ça, une perte d'espérance peut-être même et bien sûr, la démographie qui baisse, ça va être un souci. Ça va être un souci économique pour, des entreprises qui vendent des poussettes, tout ce qui est le marché, infantile. Mais le souci est bien au-delà de ça, je pense.
C'est cette peur de l'enfant et puis, l'engagement aussi. Avoir un enfant, c'est s'engager, toute sa vie, même si à un moment, il est libre et il est autonome. C'est un lien qu'on crée pour toute la vie et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue à ce niveau-là aussi? De cette peur de l'engagement, cette peur du tout petit, cette peur du don de soi aussi. Il va falloir se lever la nuit, oui, oui, l'enfant va être malade, oui, c'est vrai, il va y avoir le tunnel du soir, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai, en fait. Mais est-ce qu'on peut mesurer qu'à côté de ça, il y a qu'est-ce qui se joue? C'est quelque chose de tellement beau, de tellement mystérieux, de tellement grand et c'est ça qu'on mesure plus, en fait. On mesure que quantitativement. On mesure l'argent que ça va coûter, le temps que ça va donner et on mesure plus tout ce qu'on va recevoir et même si on le donne, on n'a plus cette notion de plus je donne, plus je reçois, il me semble, ou moins. Vous constatez sur l'éducation des enfants, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vos aînés qui ont déjà des enfants, mais que le mode d'éducation, très très protecteur, des enfants d'aujourd'hui, on les couve parfois beaucoup, on est tout le temps sur leur dos, voilà. Est-ce que vous considérez que, l'espace de liberté d'un enfant est primordial, même dans une famille comme la vôtre? Alors je pense qu'il y a une grosse différence sur les générations, avec les générations passées. Dans les générations passées, les mamans n choisissaient pas toujours d'avoir un enfant. Les enfants arrivaient. Donc en fait, quelque part, certaines d'entre elles pouvaient subir cet enfant et donc bon, ben, on les élevait comme on pouvait, bon, comme on fait toujours d'ailleurs, mais quelque part, il y avait beaucoup plus de liberté. Alors qu'aujourd'hui, avoir un enfant, c'est choisir l'enfant et donc c'est l'accompagner jusqu'au bout, c'est être responsable jusqu'au bout et cette responsabilité, hem étouffe un peu la liberté, je pense. Parce que comme je suis responsable, je dois faire en sorte que tout aille bien, que tout soit mesuré et millimétré et ça laisse moins de place à la liberté. Or, je pense que c'est tellement important, en fait, aussi que l'enfant ait cette plage de liberté, de créativité et aujourd'hui, même je le remarque par rapport à ma famille et par rapport aux aînés, je pense que c'est aussi dû aux écrans, hein. On surcharge nos enfants d'activités, bah, ça leur permet de ne pas être devant des écrans, mais ça leur laisse moins de liberté de jouer avec une corde, un vieux carton. On est toujours en train de vouloir être dans la performance et de construire des choses, de leur donner des choses. Et il n'y a plus cet espace de gratuité, moins cet espace de gratuité en tout cas. Et je pense que c'est à redécouvrir, de laisser des enfants avec rien. Comment alors? Parce que les enfants, ils sont tentés d'aller sur les écrans, donc faut les laisser, faut supprimer, faut Bah, faire des temps et puis c'est leur, vrai qu'en ville, il y a plus ces espaces où il y a, une forêt, où on donne des bâtons aux enfants, où ils peuvent construire une cabane, où ils s'inventent, une vie. Alors dans la cour de récréation, ils le font bien, mais il y a plus toute cette créativité, autour de petites choses qu'on récupère à droite, à gauche, pour se construire un univers d'enfant. Je trouve que ça, c'est tellement fort et tellement beau. On va passer à une dernière partie de notre entretien qui est une forme de question-réponse un peu plus rapide, si ça vous va. Si vous deviez qualifier d'un seul mot votre famille, De liens. quelle est la principale qualité d'une mère de famille nombreuse selon vous? Penser à tous, penser à la petite chose qu'on pourrait donner à tous. À quel moment cela a été le plus dur, votre famille? À quelle période? Aux périodes de naissance des enfants avec la maladie des petits. Quel est le compliment qui vous fait le plus plaisir? Votre famille est inspirante, on me le dit souvent et Quel est le conseil qui vous a le plus aidé? alors c'est au sujet des étudiants, t'inquiète pas pour tes étudiants, tu leur fais la cuisine, c'est tout ce dont ils ont besoin. Et quel est le lieu qui vous ressource? C'est la prière. Merci beaucoup Marielle. Merci à vous Aude.